À la toute fin du XIXe siècle, un nouveau courant de pensée réformiste commence à apparaître et à se répandre en Allemagne et en Suisse, la Lebensreform, réforme de la vie. Ce mouvement social et culturel va croître au début du XXe siècle pour défendre plusieurs idées, comme le retour à la nature, en réaction à l'urbanisation et à l'industrialisation croissante qui s'est opérée à la fin du XIXe siècle. Les partisans de la Lebensreform aspirent à une vie plus simple, plus proche de la nature. De nombreux médecins rejoignent le mouvement ou en sont même des fondateurs et membres clés, favorisant l'expansion du mouvement par l'organisation de conférences ou la publication d'articles ou de livres tels Adolf Just, Louis Kuhn, Hugo Hoppener, surnommé l'Hippocrate de la forêt, ou Karl Friedrich Wilhelm Günther, mettant l'accent sur la nécessité d'une bonne santé physique et mentale, avec des méthodes de guérison plus naturelles, prônant aussi le végétarisme et la nécessité d'avoir une bonne hygiène. La Lebensreform innove sur des idées à propos de l'éducation, ou conçoit des sociétés collectives proches de l'utopie, où chacun vit en harmonie avec la nature et avec son voisin. À l'inverse de l'idée du mode de vie effréné que commençait à prendre la vie moderne de l'époque, la Lebensreform se veut critique, prenant davantage de temps pour soi et les autres, cherchant à redéfinir ce qu'est d'avoir une vie bonne et satisfaisante. En 1895, l'Autrichien Georg Schmidl fonde à Vienne l'association Naturfreunde, Amis de la nature, qui organise des excursions en montagne et à la campagne pour la classe ouvrière. Son but étant de promouvoir l'activité en plein air, elle se répand rapidement dans d'autres pays et construit des centaines de refuges pour randonneurs. Adolf Just, un des principaux membres clés du mouvement, rédigea en 1896 Kehrt zur Natur zurück, retourner à la nature. Sa traduction tardive en anglais ainsi que la présence de plusieurs expatriés allemands en Californie aida à l'émergence du mouvement hippie dans les années 60. Et oui, pour simplifier, la Lebensreform, ce sont un peu les hippies avant l'heure. Le mouvement ne sera jamais majoritaire et fut même éteint par l'ultranationalisme des années 30 en Allemagne. Mais que serait devenue l'Europe si la Lebensreform s'était considérablement plus développée ? En ce début de XXe siècle, l'influence de penseurs et philosophes favorables à la Lebensreform, comme Karl Wilhelm Diefenbach, Rudolf Steiner ou Gustav Kreiser, font écho de plus en plus auprès des populations germanophones. Plusieurs idées novatrices sont entendues, notamment dans les milieux aisés en premier lieu. Pour une bonne santé et un meilleur équilibre alimentaire, on prône le végétarisme et l'agriculture biologique, peu suivi au départ par les classes les plus populaires, car la viande est un luxe qui est trop rare pour s'en priver quand on a les moyens de s'en prendre un morceau. Néanmoins, dans de nombreuses villes allemandes, là où la densité de construction est trop dense pour que chacun ait son jardin, sont aménagés dans les périphéries des jardins communautaires, les jardins Schreber ou Schrebergärten. Ces ensembles de petits lopins de terre, disposant généralement d'une petite cabane pour les outillages ou pour simplement se prélasser, sont organisés par des associations de la Lebensreform. Tout un chacun peut y demander un jardin pour y faire son potager. Certaines familles s'associent pour gérer ensemble un lopin. Le succès des jardins communautaires amène certaines villes à organiser d'elles-mêmes l'installation de nouveaux lopins disponibles à quiconque fait la demande. Bien sûr, le système a ses limites, et des grandes métropoles ne peuvent créer un jardin pour chaque foyer. L'agriculture traditionnelle se joint progressivement à la doctrine pour une agriculture plus saine et sans produits qui commençaient à faire leur apparition pour traiter les cultures, comme les sulfates de cuivre ou les sels de mercure. On favorise le maintien ou la mise en place de haies de bocage pour aider la biodiversité et le système proie-prédateur qui peut aider à éliminer certaines menaces des cultures. On opte pour des aides naturelles comme les larves de coccinelle contre les pucerons. Le livre Mit der Natur kultivieren, cultivé avec la nature en 1922, pose les bases de ce système et rencontre un grand succès tant pour les petits jardins particuliers que les grandes exploitations agricoles. Le système se perfectionnera avec les années et l'évolution des connaissances dans les sciences environnementales. Étant donné que la Lebensreform encourage le retour à la nature, un certain exode urbain se met en place. Après la centralisation des populations vers les villes engagées durant le XIXe siècle, le mouvement ralentit, voire s'inverse.
Des associations et fédérations se développent faisant la promotion du régime végétarien, de l'abstinence de l'alcool et du tabac, du nudisme, de la randonnée et le port de vêtements amples et confortables. Si tout le monde ne suit pas rigoureusement toutes les idées, chacun va y piocher ce qu'il désire adopter pour son mode de vie. Des Reform House, des boutiques alimentaires bio, se multiplient en Allemagne. Berlin en a plus de 200 en 1925. On peut y trouver notamment du muesli, invention du docteur suisse Max Bircher-Benner, associant fruits et céréales, présenté comme une base à une alimentation plus saine. Des stations thermales sont construites avec des centres de bien-être et des grandes piscines à vagues artificielles. Dans les Alpes, certains n'hésitent pas à pratiquer le ski nudiste. Les partisans de la Lebensreform s'unissent en communauté et fondent des colonies en campagne ou proches des forêts. À l'image de la colonie Eden, proche d'Orianenburg, une des toutes premières fondées en 1893. Ce petit paradis végétarien où il fait bon vivre, on y entend toujours de la musique, des chants et de nombreuses fêtes y sont organisées. Eden abrite près de 800 personnes et ce système fait donc des émules au fil des ans. En 1904, en Suisse, c'est la colonie Monte Verita qui commence à faire parler d'elle. Chacun peut y demander à y séjourner en échange de travail au sein de la communauté. Le mouvement ouvre la porte à certains occultistes et ésotéristes comme Theodor Reuss, qui fait à Monte Verita des conférences sur de nombreux thèmes comme les sociétés sans nationalisme, les droits des femmes, les rituels, la religion, la mystique de la franc-maçonnerie ou la danse en tant qu'art. Ces petites colonies qui se développent proposent des modes de vie alternatifs, encourageant la solidarité et le partage, loin de la frénésie et de l'égoïsme des grandes villes. Chacun contribue à la culture de légumes biologiques et à l'élevage de poules en plein air. Les enfants apprennent à connaître les cycles de la nature, tandis que les adultes partagent des repas préparés avec les produits de leur récolte, renforçant ainsi les liens communautaires. Mais certains individus mal intentionnés pervertissent le système et profitent de la création de ces communautés pour les isoler dans une dérive sectaire. Dès 1919, une loi favorise la surveillance et encadrement des communautés pour pouvoir condamner toute secte se faisant passer pour des colonies de la Lebensreform. Dans le cadre de la santé, plusieurs figures du mouvement ouvrent des sanatoriums, tels Adolf Just. On y pratique une médecine par des méthodes naturelles, une alimentation saine, une exposition à l'air naturel et l'exercice physique. De tels établissements vont beaucoup se multiplier dans les pays touchés par la réforme, qui séduit particulièrement les pays nordiques. Certains médecins encouragent des pratiques de santé holistique, c'est-à-dire une approche globale, tant le physique que le mental du patient, mais aussi des considérations émotionnelles, socioculturelles, environnementales ou spirituelles. Niveau éducation, on encourage également les cours à l'air libre ou les randonnées éducatives. Des écoles de plein air enseignent aux enfants l'importance de la nature et de l'écologie. La Wandervogel, littéralement oiseau de passage, est un mouvement de jeunesse fondé à la fin du XIXe siècle et qui va se répandre considérablement et faire des émules. Destiné à l'origine aux jeunes plutôt de bonne famille, voulant s'échapper du carcan rigide et autoritaire de l'Empire allemand. L'un des membres fondateurs du Wandervogel résume ainsi leur philosophie. L'essence des Wandervogel était de s'envoler loin des cadres de l'école et de la ville vers le vaste monde, loin des devoirs académiques et de la discipline du quotidien, dans une atmosphère d'aventure. Là aussi, c'est un cadre où l'on pratique la randonnée, l'exercice physique et l'intérêt envers la nature. À partir de 1910, toutes ces initiatives attirent rapidement l'attention des médias de plusieurs pays, qui commencent à relayer le succès de ces communautés, établissements ou groupes, ainsi que des politiciens qui voient dans ce mouvement une opportunité de réforme sociale. Des articles dans des revues influentes, comme la revue familiale Die Gartenlaube, mettent en avant ces nouvelles pratiques, incitant d'autres à rejoindre ce style de vie. Petit à petit, la Lebensreform commence à séduire non seulement les intellectuels et hautes classes, mais aussi les classes ouvrières en quête de sens et de bien-être. Malheureusement, ces profonds changements sociaux ne modifient pas les grands moteurs politiques déjà en place depuis un moment. La Triple Alliance ou Triplice, unissant l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie, est signée depuis 1882. En réplique, progressivement va se former la Triple Entente, unissant la France, l'Angleterre et la Russie.
La Lebensreform, qui a lieu majoritairement dans les pays germanophones avant de se répandre progressivement vers les pays voisins, n'a que peu d'influence en revanche sur la poudrière des Balkans. L'inévitable finit par se produire, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois à Sarajevo le 28 juin 1914. Le jeu des alliances pousse alors tout le monde dans la Première Guerre mondiale. Guillaume II et sa Weltpolitik, une politique plus agressive et expansionniste, est vivement critiquée par les partisans de la Lebensreform, qui y voient la cause de leur entrée dans la guerre. Le front ouest s'embourbe dans les tranchées et s'immobilise en France. Le climat pacifiste et réformateur de la Lebensreform influence profondément l'opinion publique. De nombreux soldats, imprégnés des idéaux de ce mouvement, commencent à remettre en question la nécessité de se battre. Les mutineries se multiplient dans les rangs de l'armée allemande, avec des soldats qui refusent de suivre les ordres, arguant que la guerre va à l'encontre des valeurs de vie saine et de solidarité prônées par la Lebensreform. Les soldats des deux camps, influencés par les idéaux de la Lebensreform, commencent à voir leurs ennemis non pas comme des adversaires, mais comme des frères humains. Des actes de fraternité sur le front, comme en Noël 1914, entre soldats des deux camps, se multiplient à divers endroits du front. L'autorité allemande réprime fortement les désertions ou ces actes de paix, fusillant les récalcitrants, ce qui ne fait qu'attiser la haine du pouvoir pour les partisans de la paix. Les autorités alliées, d'abord surprises par ces actes de soldats allemands, finissent par s'organiser avec certains d'entre eux, formant une 5e colonne rebelle à l'Empire allemand, et qui favorise la progression alliée sur le front. Des cas célèbres de désobéissance, comme celle de la 6e division d'infanterie, où des soldats se sont regroupés pour protester contre l'envoi au front, témoignent d'un changement de mentalité au sein de la population. Face à cette désobéissance croissante, le gouvernement allemand, perdant le contrôle de son armée, est contraint de négocier, mais il n'en aura pas le temps. En septembre 1916, une révolution éclate, menant à la chute de l'Empire et à l'établissement de la République de Weimar. Cette transition est marquée par une volonté de réformer la société allemande sur des bases pacifiques et démocratiques. Les idéaux de la Lebensreform qui prônent la paix et la coopération trouvent un écho favorable dans cette nouvelle ère politique. Les réformes sociales se multiplient et la société allemande commence à se reconstruire sur des valeurs de solidarité et de respect de l'environnement. Les conséquences géopolitiques de cette guerre écourtée sont significatives. L'Empire austro-hongrois, affaibli par la guerre et les révoltes internes, se divise en plusieurs États-nations, favorisant l'émergence de mouvements similaires à la Lebensreform dans ces nouvelles républiques. La question de l'Alsace-Lorraine reste épineuse, la France nourrissant un esprit revanchard depuis la guerre de 1870. Mais la victoire n'a pas été nette, c'est l'Allemagne qui a cessé le conflit en proposant une conférence européenne pour la paix. À l'issue des discussions, des frontières sont redéfinies. La Pologne est reformée, ainsi que l'Ukraine. Peu sont pleinement satisfaits suite aux négociations, mais personne n'est lourdement lésé, hormis l'éclatement inévitable de l'Empire austro-hongrois. Cherchant à apaiser les tensions avec la France, l'Allemagne propose que l'Alsace-Lorraine devienne une région autonome, avec une large autonomie culturelle et politique, mais avec néanmoins une coopération culturelle et économique partagée entre la France et l'Allemagne, favorisant un dialogue entre les deux nations. Des échanges artistiques et éducatifs se mettent en place, avec des festivals célébrant la culture franco-allemande. Ces changements créent un nouvel équilibre en Europe où les idéaux de paix et de coopération commencent à prendre le pas sur les nationalismes exacerbés. Le 11 octobre 1916, la paix générale est signée. L'Alsace-Lorraine devient le duché d'Elsace-Lothringen. Dans les années 20, l'idéologie de la Lebensreform se répand davantage dans cette Europe pacifiée. Hermann Hesse, écrivain et poète allemand, écrit dans les années 20 les romans Siddhartha, ainsi que Le Loup des steppes, où il y explore la recherche de l'authenticité et rejette les conventions sociales. Plusieurs de ses écrits s'alignent sur l'idéologie de la Lebensreform. Il devient par là un auteur fort d'un grand succès. L'art nouveau du début du siècle évolue et se déploie, tout en courbure et en imitation de la nature, tel l'art d'Alphonse Mucha, qui en est le fer de lance, ce qui bloque l'émergence de l'art déco. Les grandes villes comme New York, qui construisent à tout va de grands buildings, s'alignent sur cet art nouveau qui évolue dans les années 20 puis 30. Il ne devient d'ailleurs pas rare que les toits des bâtiments soient végétalisés pour apporter un peu de nature au cœur de la ville.
D'autres intellectuels, philosophes, poètes et artistes s'emparent de la réforme et dessinent, décrivent ou écrivent de plus en plus d'ouvrages favorisant l'expansion de l'idéologie, tel Führer zur Lebensreform, le guide pour la réforme de la vie, écrit en 1933. La France et l'Angleterre particulièrement, où les prémices du mouvement étaient encore assez marginales avant-guerre, copient le modèle avec la fondation de sanatoriums, d'écoles en plein air et la fondation de colonies idéologiques. Le modèle agricole aussi s'adapte pour s'aligner sur le modèle plus sain allemand qui commence à faire nettement ses preuves. L'idéologie arrive même aux États-Unis où elle commence à faire parler d'elle dans les médias à partir de 1926. En Italie en revanche, le fascisme écrase ou absorbe l'idéologie au service de leur propre doctrine. Tout groupe de jeunesse ou politique proche de la Lebensreform est encadré par la propagande fasciste pour l'utiliser à ses fins et servir à l'endoctrinement. En novembre 1927, après 11 ans d'autonomie de l'Alsace-Lothringen et de cohabitation culturelle et économique entre la France et l'Allemagne, un référendum est réclamé par le peuple pour décider de leur avenir. À 71%, le résultat donne pour une réintégration à la France. L'Allemagne laisse l'annexion se faire, car c'est un choix du peuple. Les avantages commerciaux et culturels déjà en place entre cette région et la République allemande sont toutefois conservés. Mais toute cette bonne vague pacifique peut-elle perdurer ? C'est l'heure du choix, chers amis, là où vous choisissez la fin de l'histoire. Quelle fin préféreriez-vous ? Ou trouveriez-vous la plus logique ? 3 choix, à vous de dire dans les commentaires. Une prochaine vidéo annoncera vos résultats. Et c'est parti ! À l'exception de quelques pays où la réforme ne prend pas vraiment, comme l'Italie ou la péninsule ibérique, l'Europe se métamorphose petit à petit durant les années 30 puis 40 vers une ère durable de paix et de coopération. Les considérations environnementales deviennent primordiales dans l'établissement des nouvelles industries ou technologies. À l'instar du déplacement de l'Alsace-Lothringen vers la France, d'autres petites régions européennes mal découpées lors de la paix de 1916 trouvent au fil des ans des compromis entre les nations pour passer d'une main à l'autre et satisfaire les exigences de chacun, au mieux sans utiliser les armes. En 1940, la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine s'unissent en une fédération, la Ruthénie Trois Nations, sur le modèle proche de ce qu'était la République de 2 nations entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sur des territoires similaires. Courant de la Baltique à la mer Noire, l'objectif est de former un bouclier solide contre le bolchevisme à l'Est, un rempart qui reçoit des aides de toute l'Europe. Mais au début des années 50, à l'Est justement, une autre nation monumentale n'a pas laissé ne serait-ce que l'ombre de la Lebensreform s'installer chez elle. L'Union pacifique de la plupart de l'Europe fait face à un dangereux péril rouge venu de l'Est, désireux de remplacer cette doctrine naturo-pacifiste par la leur et par la force s'il le faut. La marée rouge se met en marche avec le soutien de la Roumanie de Ceausescu, ayant basculé dans le communisme depuis 2 ans et servant de tête de pont à l'avancée soviétique. Mais parviendront-ils à être stoppés ? Ce nouveau bouclier de l'Europe, la Ruthénie Trois Nations, tiendra-t-elle le coup ? En septembre 1941, alors que l'Europe a célébré au printemps à Vienne dans une exposition universelle son idéologie pacifique et présente ses nouvelles technologies écologiques, l'Italie fasciste qui a déjà annexé en 1939 de force la Dalmatie, sans que personne n'ose ni redire, pousse ses revendications plus loin dans les Balkans. Le nationalisme de l'époque et l'antisémitisme reprennent un chemin croissant dans les pensées et perturbent certains gouvernements. Le fascisme italien est le modèle nationaliste qui se copie dans d'autres nations, qui basculent l'une après l'autre dans un pouvoir autoritaire, comme l'Espagne bien sûr, mais aussi la Bulgarie, la Tchécoslovaquie ou encore la Hongrie. Des velléités se construisent suite au découpage imparfait de la paix de 1916. En octobre 1941, l'Italie lance les hostilités en Yougoslavie et envahit également par surprise la Corse française et certaines îles grecques. La France et ses alliés principaux comme l'Angleterre, l'Autriche et l'Allemagne, qui avaient relâché quelque peu leur armement dans leur volonté de paix, doivent faire face à une Italie agressive et surarmée, alliée au Japon et à l'Espagne franquiste, et qui a passé la dernière décennie à se préparer à une guerre d'envergure. Les autres pays ayant copié le fascisme rentrent dans la danse, comme soutien de l'Italie,
alors que l'autre camp se voit rejoint par tous les pays du nord de l'Europe, du Benelux et de la Scandinavie. Personne n'avait envie de cette guerre, mais le monde n'a pas le choix que d'y replonger à nouveau. Durant les années 30 et 40, les efforts de paix se poursuivent entre les nations et le redécoupage des frontières a bien lieu avec des accords pacifiques, d'échanges ou d'achat de territoires et autres négociations commerciales. L'Europe trouve un équilibre durable avec, à l'exception de quelques nations, la doctrine de la Lebensreform en fer de lance. Il en est de même pour les empires coloniaux, qui ont éclaté pour rendre indépendants leurs territoires pour leurs peuples locaux d'origine, tout en conservant des liens étroits de collaboration et de commerce. Les considérations environnementales deviennent primordiales dans l'établissement des nouvelles industries ou technologies. N'ayant pas connu de Seconde Guerre mondiale, le développement du nucléaire, tant militaire que civil, n'a pas lieu. Néanmoins, la nécessité de remplacement des centrales à gaz et charbon se fait de plus en plus ressentir. La technologie du photovoltaïque, testée depuis 1883, tente d'améliorer son rendement d'année en année. Au tournant des années 50, il n'est plus rare que chaque nouvelle construction soit dotée d'un panneau solaire ou d'un système éolien. Les barrages hydroélectriques et centrales marémotrices se développent également. En URSS, les habitants ne peuvent que constater que les voisins européens réussissent considérablement mieux dans leur doctrine de partage et de communauté que ce que n'arrive à faire le communisme soviétique, censé à l'origine proposer des choses similaires. Si bien qu'en 1956, 3 ans après la mort de Staline, une seconde révolution russe renverse le pouvoir. L'URSS éclate en une vingtaine de nations, dont la Tchétchénie, le Daghestan, mais aussi l'immense territoire de Sibérie avec ses différents peuples asiatiques comme les Yakoutes, Evenks, Bouriates et une vingtaine d'autres peuples réunis sous une nouvelle bannière qui devient indépendante de l'est de l'Oural jusqu'à l'Extrême-Orient. Certains territoires sont redistribués à des pays limitrophes, comme à l'Ukraine, la Lituanie ou une partie de Carélie à la Finlande. Le pays de Russie en tant que tel, avec son peuple russe, devient tout le territoire restant de ce morcellement. 50 ans plus tard, à l'aube du XXIe siècle, le monde est transformé par rapport à ce que l'on connaît. L'absence de Seconde Guerre mondiale ou de guerre froide a permis d'abréger ou d'éviter nombre de conflits meurtriers. Le monde occidental s'est développé massivement sur des principes fondateurs de la Lebensreform, qui ont évolué et se sont améliorés avec le temps, ou subdivisés en sous-branches formant différents partis politiques ou doctrines que tout un chacun peut choisir dans sa philosophie de vie. Au fil des décennies, certains principes ont filtré vers l'Afrique, qui adapte son développement sur ce mode, et l'Asie, qui les mélange à ses traditions millénaires. Cela prend particulièrement bien au Japon, où le shintoïsme est déjà une croyance fondée sur le respect de la nature et des esprits de celle-ci. En Europe, s'il n'y a pas d'Union européenne, la coopération et commerce facilité existent néanmoins bel et bien. De plus, certains pays s'unissent pacifiquement au fil d'accords et de compromis en des fédérations plus puissantes économiquement, comme l'Autriche avec l'Allemagne et le Liechtenstein au sein de la fédération germanique, chaque pays gardant une certaine autonomie interne au sein de la fédération. De même que pour la Ruthénie Trois Nations, unissant Pologne, Lituanie et Ukraine. La Flandre rejoint les Pays-Bas pour former les Provinces-Unies, alors que la Wallonie entre au sein de la puissance française. Au nord de l'Europe, la Confédération monarchique de Scandinavie réunit le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande en une confédération où chaque royaume conserve une autonomie importante. De cette union en ressort une superpuissance nordique ultra-moderne et écologique où l'héritage de la réforme est le plus fort de toute l'Europe. En Europe centrale, à l'inverse, chaque peuple désire son autonomie, menant à de nombreux nouveaux États. Écologiquement, le monde se porte considérablement mieux, avec des villes modernes très vertes et fonctionnant en bonne partie aux énergies renouvelables qui se sont largement améliorées en 60 ans de développement. Ce monde plus vert et pacifiste pousse l'humanité vers un avenir radieux.